Bonjour à toutes et à tous. Merci au frère Emmanuel Perrier de cette rapide présentation et merci bien sûr aux organisateurs du colloque de cette invitation. Initialement, ce dont je devais vous parler est d'un objet qui n'existe pas, en fait, qui est celui de l'antithomisme jésuite. C'était au départ le programme que je m'étais éventuellement donné lorsqu'on avait envisagé ce colloque, et puis plus j'avançais dans le travail, plus il me paraissait rigoureusement impossible de parler d'un antithomisme jésuite. Il y a bien sûr un molinisme dont l'histoire est très bien faite, et très bien faite en particulier plus récemment grâce aux travaux de Silvio de Franceschi. Il y a de la conflictualité autour du molinisme, il y a de la conflictualité qui est en réalité aussi beaucoup comme l'a très efficacement montré un historien anglais tout à fait excessif de pouvoir parler à un moment ou à un autre d'un antithomisme jésuite en raison précisément de la prégnance de la référence thomasienne dans l'histoire de la compagnie. Alors on vient déjà de l'évoquer, notamment autour de la réécriture de la ratio. Ce que je vais me proposer de faire ici, c'est du coup, et je vais réajuster en fonction de la conférence de Silvio, c'est de revenir à la fois sur l'importance de la référence thomasienne, mais de le faire aussi à la fois en historien de la Compagnie de Jésus, en essayant de contextualiser un certain nombre des moments chronologiques de cette référence thomasienne sur le long terme, et d'autre part, de le faire en fonction d'une perspective d'histoire sociale et culturelle de la théologie, c'est-à-dire qui laisse de côté la question des débats théologiques et des idées, pour s'intéresser beaucoup plus à la manière dont la théologie est produite, circule et norme le système catholique entre le XVIe et le XIXe siècle. Voilà. Alors pour cela, je vais le faire en 3 temps. Je vais revenir sur quelque chose qui a déjà été partiellement évoqué, donc là je le ferai très rapidement, c'est-à-dire sur une chronologie de la référence de l'autorité officielle dans les normes jésuites de la référence à saint Thomas. Je reviendrai ensuite sur des aspects, des lieux, et au fond sur ce qu'on pourrait appeler une culture thomasienne à l'intérieur de la compagnie, avant enfin d'essayer de revenir sur 2 moments essentiels. Un que Silvio a déjà très largement évoqué, mais qui est vraiment un moment décisif, qui est le débat des années 480 autour de la ratio, voilà, qui est effectivement un des moments dans lesquels se fixe finalement un certain nombre d'éléments centraux de la culture thomasienne de la compagnie, mais d'autre part aussi les débats qui ressurgissent et qui ressurgissent beaucoup dans les termes des années 1580, juste après Aeterni Patris, au moment des congrégations générales qui doivent appliquer les recommandations d'Aeterni Patris, et au moment du bref de 1892, Gravissime Nos, voilà, qui impose définitivement la référence thomasienne à la compagnie avant que ce définitif s'avère relativement temporaire compte tenu de l'évolution de l'histoire de la théologie au XXe siècle. Voilà. Alors, si je reviens d'abord sur la chronologie, je vais essayer de faire ça très rapidement. Voilà. C'est-à-dire que sur le premier moment, pour revenir sur la question précédente, il me semble quand même qu'on peut trouver tout de même beaucoup plus de références thomasiennes dans les années 1550, voilà, 1580. Et en tout cas, il y a déjà évidemment le débat qui ressurgit, se restructure, se reconfigure dans le moment de la discussion de la ratio. Alors le texte des constitutions, et on est déjà revenu dessus, il est fixé lors de la première congrégation générale de 1558 et il marque déjà un certain nombre d'évolutions. Le texte des constitutions affirme à la fois, évidemment, donc dans ce passage célèbre que citait Silvio tout à l'heure, la nécessité de suivre en théologie l'Ancien et le Nouveau Testament et la doctrine scolastique, de saint Thomas. Voilà. L'exégèse de ce passage des constitutions fait l'objet de discussions importantes, notamment pour savoir s'il s'agit seulement d'utiliser le texte de saint Thomas comme base de l'enseignement, ou non d'ailleurs,
évidemment d'interpréter ce que signifie la possibilité ou non de suivre saint Thomas. Par contre, il y a un autre passage des Constitutions qui, lui, va beaucoup plus s'effacer par la suite, qui est celui qui suit. Donc on enseignera aussi le maître des sentences, même s'il semblait avec le temps qu'un autre auteur serait plus utile aux étudiants, par exemple si on composait une somme ou un livre de théologie scolastique paraissant plus adapté à notre époque, on pourra l'enseigner après avoir sérieusement pris conseil, les choses ayant été bien examinées, etc. etc. Voilà. Alors, on a deux éléments qui sont très importants pour la suite, sur lesquels je reviendrai. Alors, le premier, effectivement, c'est qu'il semble bien donc, que selon les collèges dans les années 1550-1560, les deux textes soient utilisés. C'est-à-dire soit la somme de Thomas d'Aquin, soit l'ordre ancien des sentences, mais qu'il y a de ce point de vue-là une géographie qui est une géographie relativement claire. C'est-à-dire qu'en Espagne, on est plutôt favorable à un enseignement à partir de la somme théologique à la manière de Salamanque, et que de ce point de vue-là, le choix des constitutions et le choix d'Ignace vient plutôt confirmer en fait la diffusion de la somme théologique comme base pédagogique de l'enseignement théologique en Europe à ce moment-là, et le Collegio Romano, de ce point de vue-là, adopte immédiatement lui aussi la norme espagnole, et les recommandations d'Ignace à l'égard du collège sont claires et répétées dans les années 1550-1560, enfin, pour la fin de la vie d'Ignace, et ensuite sont suivies, bien sûr, après 1558, par l'Aïnès et par les enseignants qui travaillent au collège dans les années suivantes. L'autre dimension, par contre, de ça, c'est que dans une autre partie de l'Europe, la compagnie fait face à un certain refus de l'enseignement à partir de Thomas et plus généralement du style scolastique. Et ici, c'est évidemment à partir du moment où à la fois la compagnie connaît un espèce de tournant anti-protestant à partir de sa seconde génération, mais surtout où le ministère de la compagnie en Allemagne, enfin dans l'espace allemand, commence à prendre de plus en plus d'importance. En 1554, on en a deux témoignages. Un premier à Rome lui-même, puisque deux étudiants du Collegio Germanico sont repris en raison de leur refus d'étudier saint Thomas, et de le terme utilisé en italien, c'est fastidio à l'égard de Thomas d'Aquin. Mais aussi en 1554, la province autrichienne écrit à Rome pour que soit composé un manuel de théologie, et je reviendrai là aussi sur ce point-là, mais justement pour avoir un autre manuel d'enseignement que la somme théologique comme base de départ, avec l'argument explicite que la somme est mal reçue en Allemagne et que par conséquent, pour des raisons apologétiques, il n'est pas souhaitable d'adopter la mode espagnole dans l'intégralité de la Compagnie de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle la situation reste plus fluide dans les années 1550-1560 qu'elle le sera ensuite dans les années 1580. Alors, le troisième élément qu'il faut retenir de ce texte des Constitutions, il est par contre pour moi absolument décisif, et notamment parce qu'il s'efface par la suite, c'est justement la possibilité que vienne un jour un autre auteur qui serait plus utile aux étudiants, si on composait une somme ou un livre de théologie scolastique paraissant plus adapté à notre époque. Il y a un débat souterrain dans la compagnie autour de ça qui dure et qui est en fait le débat aussi autour de l'innovation théologique entre 16e et 17e, dont là aussi Silvio a mentionné l'importance. Mais il devient de plus en plus souterrain au fur et à mesure qu'on s'éloigne justement des constitutions. Alors, je reviens peu ou pas sur le second moment, puisqu'il a été très très efficacement exploré tout à l'heure, c'est-à-dire le moment de ce qu'on pourrait appeler à la fois une synthèse et un compromis aquavivien autour de l'imposition donc d'une nouvelle norme et d'une norme qui soit clairement, explicitement thomasienne,
avec en particulier un changement par rapport aux constitutions, c'est-à-dire le passage à la formule de docteur propre pour la compagnie dans cette séquence, et d'autre part trois autres glissements qui par contre me semblent importants de souligner. Si on essaye de se placer du point de vue d'une histoire interne de la compagnie, les lignes de partage sont assez claires, c'est-à-dire qu'on a une typologie de position que Silvio Franceschi a clairement posée pour vous, c'est-à-dire avec d'une part une position extrémiste qui tient à ce que non seulement la somme théologique soit la base de l'enseignement, mais qu'elle fonctionne bien comme une norme doctrinale absolue pour l'intégralité de la compagnie. Une position inverse, évidemment, qui est une position d'absence de normes réelles et au contraire de laisser la liberté aux auteurs et notamment à la créativité des théologiens de la compagnie, et la position médiane, qui est la position de Maldona, de Bellarmin, de Salmeron, sur laquelle là aussi il faudra revenir, et qui est la position qui est finalement celle à laquelle l'ensemble de l'ordre, le général lui-même, se range au moment de la 5e congrégation de 1593 en particulier. Mais ce débat recouvre en réalité un autre débat à l'intérieur de la compagnie, un débat qui est un débat absolument multiforme, puisque pour ce qu'on arrive à savoir de cette position minoritaire qui serait la position d'un rigorisme, d'un intégrisme thomiste à l'intérieur de la compagnie, cette position est clairement liée aux mémorialistas, c'est-à-dire à une série de contestataires à l'intérieur de l'ordre qui sont à la fois en tension très forte avec le régime ultra-monarchique qui est en train de s'installer dans la Compagnie de Jésus à la faveur du généralat d'Acquaviva, mais d'autre part aussi des jésuites, en particulier espagnols, qui sont relativement réticents à l'égard des singularités de la Compagnie de Jésus par rapport aux autres ordres religieux. Et le débat se déploie sur tout un tas d'autres dimensions, c'est-à-dire notamment sur les dimensions des peines internes à l'ordre, sur la dimension de la pratique de la confession générale, des cas réservés, qui touche aussi au rapport aux extérieurs dans la compagnie, à l'organisation en province face à une organisation centralisée par le généralat. Et en réalité, cette position très pro-thomasienne, elle constitue aussi une demande de lisser les singularités de la Compagnie de Jésus par rapport aux ordres religieux, aux autres ordres religieux, et notamment de lisser ces singularités en Espagne, où elle pose particulièrement problème. Alors, le troisième moment sur lequel, là aussi je vais passer très rapidement, c'est un moment long en fait, qui est celui du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que vous voyez que si on regarde la séquence de production de la norme thomasienne, elle s'accélère effectivement au moment des années 1580-1590, avec une conflictualité interne, externe qui se noue de manière très forte. Il y a ici une figure assez importante sur laquelle on sait beaucoup trop peu de choses, mais qui constituera un objet de recherche absolument passionnant, qui est la figure du père Enrique Enriquez, auteur en 1588 d'une dénonciation des projets de Ratio Studiorum auprès de l'Inquisition espagnole, et qui a considéré son départ de la compagnie pour rejoindre l'ordre dominicain en raison de l'insuffisant thomisme de la compagnie, et qui finalement est resté dans la compagnie après à la fois un travail par un certain nombre de ses confrères, mais vraisemblablement aussi après avoir acquis le sentiment que la compagnie était suffisamment thomasienne pour qu'il puisse maintenir sa position à l'intérieur de l'ordre, après l'avoir lui-même dénoncé à l'Inquisition espagnole. Voilà. Pour mémoire par rapport à l'Inquisition, la ratio sur ce point passe par l'Inquisition romaine et non plus
et non pas par l'Inquisition espagnole, et c'est le jugement de l'Inquisition romaine, du Saint-Office romain, qui permet de valider la ratio studiorum contre les critiques qui lui sont adressées en Espagne. Voilà. Et donc, comme sur beaucoup de sujets dans l'histoire de la Compagnie, il y a quelque chose qui se cristallise autour de la 5e et de la 7e congrégation générale, c'est-à-dire autour de cette congrégation de 1593 qui est convoquée sur l'ordre du souverain pontife pour justement essayer de régler les débats internes et finalement imposer à la Compagnie une forme de normalisation par rapport aux autres ordres religieux. Et la clôture du moment aquavivien en 1615, au moment de la première congrégation à la mort du général, et qui, elle, vient essayer à la fois fixer les normes du compromis de manière durable, et en même temps, justement, essayer de préserver un certain nombre de singularités de la Compagnie de Jésus. Parmi ces singularités préservées, il n'y en a pas qui concernent la théologie. C'est-à-dire que les normes qui se sont imposées justement dans les débats des années 1580 et autour de la congrégation générale de 1593 sont reconduites à partir de la 8e congrégation, et le texte de la 5e congrégation devient la référence permanente à laquelle les jésuites ne cessent de revenir pendant l'intégralité du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle. Encore au moment justement du bref Aeterni Patris, ce sont systématiquement les décrets de la 5e congrégation générale sur l'enseignement de la théologie que l'on retrouve dans les débats internes à la Compagnie de Jésus. Voilà. Alors, il y a quelques tentatives justement d'aller dans un sens ou dans un autre, soit de réouvrir un petit peu une forme de redonner de la souplesse à ce thomisme déjà souple. Voilà. Mais ça se heurte beaucoup, notamment à un sentiment régulièrement exprimé dans les congrégations générales jésuites, notamment en 1651, mais encore aussi en 1682, qu'il y a de toute façon un excès structurel de liberté dans la Compagnie du point de vue des opinions, et que par conséquent, la norme thomasienne doit bien fonctionner comme ce qui tient l'uniformité de doctrine dans l'ordre, ou à l'inverse, quelques tentatives pour essayer justement de passer à un thomisme plus rigoureux, plus strict, notamment en 1645, Innocent X demande à la Compagnie de réexaminer ces règles autour de l'enseignement de la théologie, mais finalement, la congrégation de 545 fait le choix de maintenir les normes préexistantes. Voilà. Alors, le dernier moment, mais sur lequel je passe très vite, c'est celui qui va de la restauration de la Compagnie à la réaffirmation de la norme thomasienne autour du bref Aeterni Patris. La Compagnie restaurée est dans une logique, comme vous le savez probablement, de reproduction à l'identique des normes, qui est probablement d'ailleurs à proportion de ces immenses différences avec la Compagnie d'Ancien Régime. Mais au moment de la première congrégation générale post-restauration, il n'y a aucun débat autour de l'enseignement théologique. La question du retour aux normes anciennes est trop essentielle pour que ça fasse l'objet de la moindre contestation. La ratio est quand même relativement retravaillée pour autant, une génération après la Restauration, puisque en 1834, les jésuites se dotent d'une nouvelle ratio studiorum, qui fait elle aussi l'objet de débats relativement importants, mais il est justement très frappant de noter qu'aucun de ces débats ne concerne l'enseignement des sciences supérieures, que ce soit la philosophie ou la théologie, et que justement, sur la question de la référence à saint Thomas, les règles de des années 1580 et telles qu'elles sont fixées dans les Ordinationes à partir de 1593 sont reconduites dans la Ratio Studiorum de 1834. Pour autant, ce thomisme semble suffisamment insuffisant à une autre partie de l'Église catholique, et y compris parfois à l'autorité pontificale, pour qu'il y ait un besoin de réaffirmer à la Compagnie la nécessité de réaffirmer la norme thomasienne. Voilà.
Juste après, le bref Aeterni Patris se réunit, enfin peu de temps après, puisque les congrégations générales ne se réunissent que lorsque un maître général meurt, enfin lorsqu'un préposé général meurt, ou lorsque le préposé général demande à ce que la congrégation générale se réunisse, par exemple, pour le doter d'un vicaire. Donc une congrégation se réunit en 1883, 4 ans après Aeterni Patris. La compagnie à la fois affirme sa fidélité au bref, mais affirme aussi qu'au fond, le bref est d'une certaine manière inutile pour la compagnie, même si les mots ne sont pas utilisés dans ces termes-là, puisque la compagnie est déjà intégralement thomiste, et que le texte thomasien constitue le texte de référence de l'enseignement théologique. Alors, quelques normes supplémentaires sont ajoutées. Je vais revenir aussi là-dessus si je réussis à en dégager le temps. Voilà. Alors, si on en vient maintenant à une question qui serait plutôt celle de la culture thomasienne. Ah, pardon, c'est un point sur lequel je voulais revenir. Parmi les évolutions un tout petit peu significatives, voilà, qui se sont faites autour du moment aquavivien, c'est la nécessité de nommer des professeurs qui soient des professeurs plus affectionnés à saint Thomas. Voilà, studiosus. Voilà. Alors, c'est justement le premier point de ce qu'on pourrait appeler une forme de culture thomasienne à l'intérieur de la compagnie. C'est-à-dire que dans la pratique de l'enseignement, il y a une attention réelle à un recrutement d'enseignants qui soient affectés à partir de 1593 à la doctrine thomiste. Et d'après ce qu'on arrive à voir de quelques correspondances, il semble qu'en somme, il y ait une forme d'équilibre interne dans la compagnie entre thomistes stricts et thomistes souples, disons, pour faire bref, c'est-à-dire que au moins un des deux enseignants de théologie des grands collèges doit être un thomiste rigoureux. Et l'expression rigorosus thomista est utilisée à l'intérieur des textes mêmes de la Compagnie de Jésus lorsque on discute, ce qui est assez rarement explicite, du recrutement des enseignants. L'autre chose, bien sûr, c'est la diffusion de textes, voilà, et notamment la rédaction de compendia, donc de textes courts en résumant la somme théologique elle-même, pour parvenir, pour offrir des outils pratiques à l'enseignement. Alors, le plus connu de ces compendiums, vous l'avez ici, c'est le compendium qui est composé au sortir de la période aquavisienne, mais qui est finalement justement l'application de la norme aquavisienne, par le père Pedro Alagona, donc alors qui est un auteur de compendium, c'est sa spécialité. On lui doit un compendium de droit canon, on lui doit un compendium d'Aspilcueta, donc le docteur Navarre pour les questions de théologie morale. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se voue à la production de textes destinés à l'enseignement. La chronologie de la diffusion, pour ce qu'on arrive à en savoir, du compendium d'Alagona est relativement intéressante. C'est-à-dire qu'on a une vague immédiate de publications et qui se fait dans les principaux centres de publication dans lesquels on trouve des textes de théologie jésuite, c'est-à-dire à Würzburg. Alors il manque que Ingolstadt dans les lieux de publication, mais c'est probablement parce que l'édition de Würzburg suffisait à couvrir le marché germanophone. À Venise et bien sûr à Lyon en 1625, dont je rappelle que Lyon n'est pas que simplement un lieu de production d'ouvrages de théologie pour la France, c'est surtout le principal lieu de production de textes théologiques à destination de la péninsule ibérique. Et que c'est cette édition d'Alagona qui semble ensuite se diffuser dans les bibliothèques de la compagnie. Le texte est relativement peu réédité ensuite, mais probablement parce qu'il est suffisamment diffusé dans la compagnie pour qu'il n'y ait pas besoin. Il est repris en 1723 et encore en 1763, et cette fois avec un retravail du texte par une des figures majeures de la fin de la Compagnie de Jésus avant la suppression, donc qui est le père Francesco Antonio Zaccaria,
à la fois théologien, défenseur de la Compagnie de Jésus face à ses adversaires, mais aussi historiographe de la Compagnie. Et on voit bien que cette publication a une fonction dans le temps de crise auquel est affrontée la Compagnie, et de réaffirmer la fidélité de la Compagnie à ses propres normes, la fidélité de la Compagnie au Sentire cum Ecclesiam, à travers la référence à saint Thomas. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est surtout la reprise du Compendium d'Alagona au XIXe siècle, dans un moment où les jésuites produisent très peu de textes de théologie jusqu'en 1848, et préfèrent plutôt s'appuyer sur des textes plus anciens, réédités ou non réédités, en particulier la théologie de Würzburg. On n'est pas non plus surpris que ça soit à nouveau le Compendium d'Alagona qui retrouve une certaine diffusion. Et vous voyez que ça vient très très tôt, puisque la première réédition, elle, est antérieure à la Restauration, dès 1797 à Madrid, mais en lien avec d'anciens jésuites. Et ensuite, bien sûr, au moment de la Ratio, absolument contemporain de la nouvelle Ratio, la publication à Naples du Compendium d'Alagona, dont vous voyez qu'il est quand même assez durable jusque justement à Aeterni Patris, et il semble bien avoir fait l'objet d'une diffusion relativement importante. Alors l'autre lieu, bien sûr, c'est celui de la géographie, qui me semble assez significatif, assez intéressant de ce point de vue-là, pour signaler à quel point dans le récit que les jésuites se font d'eux-mêmes, dans les modèles qui se donnent à eux-mêmes, la référence à Thomas est relativement importante. Alors une figure ici la plus significative, c'est évidemment celle de Saint Louis de Gonzague, dont vous savez qu'il n'est censé jamais avoir possédé que 2 livres, c'est-à-dire la Bible et la Somme théologique. Lorsqu'il est représenté avant même sa béatification en 1605 par El Greco dans ce célèbre portrait de 1582, le texte qui est vraisemblablement sous sa main ici est certainement celui de la Somme. C'est le format du texte qui laisse supposer que ce n'est pas la Bible comme on l'a sur d'autres représentations de Saint Louis, mais effectivement celui de la Somme théologique. Alors j'ai repris ici quelques extraits de la vie du bienheureux Louis de Gonzague, qui est un petit peu la géographie officielle de Louis de Gonzague dans la Compagnie, par Virgilio Chiappari, donc qui est traduite en français en 1616, et vous avez plusieurs petits épisodes, des fioretti gonzago-thomasiennes, si vous voulez. Beaucoup autour de la pauvreté, mais pas seulement. Alors autour de la pauvreté, ayant remarqué qu'on lui avait donné une somme de saint Thomas mieux reliée que celle des autres, il ne fut pas possible de l'obliger à la garder. Il fit tant d'instances avec des larmes que le supérieur consentit qu'on lui en donnât une autre vieille et usée. Et puis apprenant un jour qu'un nouveau venu n'avait pas la somme de saint Thomas à cause du grand nombre d'étudiants, Louis alla prier le père recteur de trouver bon qu'il lui prêtât celle qu'il avait, donnant pour raison que quand il en aurait besoin, il pourrait se servir de celle qu'avait son compagnon de chambre. Mais ce qui est assez intéressant dans les hagiographies de Louis de Gonzague, c'est ce qui est raconté justement du discernement de sa vocation et de la place que peut avoir Thomas dans le discernement de la vocation, faisant du coup un lien très fort en réalité aussi entre la technique du discernement des esprits et la référence thomasienne, non sans paradoxe par ailleurs. Dans la vie de Chiappari, vous avez donc ce petit épisode, c'est-à-dire qu'au moment où Louis de Gonzague affiche sa vocation, son père est relativement hésitant, pas nécessairement hostile, mais par contre a besoin de faire confirmer la vocation de ce fils aîné qu'il se propose de sacrifier à l'Église. Il fait venir une figure importante de la compagnie à ce moment-là, le père Achille Gagliardi, qui discute avec le jeune Louis et vient lui opposer un certain nombre d'arguments à sa vocation, en lui expliquant les raisons pour lesquelles il pourrait aussi se soumettre aussi aux besoins et à l'honneur de sa famille. Je vous lis le passage.
Comme le père proposait ces difficultés en homme qui semblait persuadé de ce qu'il objectait, Louis s'imagina d'abord que ce père croyait les choses comme il les disait. Personne ne lui en ayant jamais parlé d'une manière si persuasive, mais la réputation de ce père et le respect que Louis avait pour lui dissipèrent bientôt ses préventions et l'encouragèrent à lui répondre. Il le fit avec tant de présence d'esprit, opposa de si bonnes raisons aux doutes que le père lui avait proposés, donc on a un dialogue scolastique, que le père Galliard fut non seulement édifié de ses réponses, mais encore enchanté de voir un jeune homme aussi ferme dans sa vocation et déjà si bien instruit de l'écriture et des pères. Il crut même que Louis avait lu ce que dit saint Thomas dans sa somme sur l'état religieux, tant il trouvait ses réponses conformes aux écrits de ce saint docteur. Et donc c'est cet effet de reconnaissance thomasienne qui vient fonctionner chez le jésuite envoyé pour discerner la vocation du jeune homme comme un signe de la valeur de sa vocation jésuite. Même chose chez Tierpart, sur la question des doutes de Louis de Gonzague entre une vie contemplative et une vie jésuite. Il avait lu dans la Somme de saint Thomas qu'au sentiment de plusieurs, les ordres qui l'emportent sur les autres sont ceux qui sont institués pour enseigner, pour prêcher, pour travailler au salut du prochain, parce que cet état de vie approche davantage de celui que le Fils de Dieu mena sur la terre, c'est-à-dire les justifications de la vie dominicaine par Thomas d'Aquin fonctionnent comme un test de la vocation jésuite dans le cas de la vie de Louis de Gonzague. Voilà. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la question du fameux manuel qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la question que se sont posées les jésuites à plusieurs reprises de rédiger un manuel de théologie sur la base de la Somme, bien sûr, mais qui pourrait fonctionner comme une référence utile, et utile en particulier pour l'enseignement. La question est posée quasiment immédiatement, c'est-à-dire que notamment lorsque les jésuites allemands se voient opposer par la compagnie le refus d'une trop grande distance avec les références thomasiennes, ils proposent que Laïnès, celui qui sera le second général de la compagnie, rédige une somme de théologie. Alors ça se passe très mal, mais ça c'est à cause de Laïnès, c'est que Laïnès a fait en gros vraisemblablement un texte qui était déjà 3 fois plus long que la prima pars que la première partie de la prima pars pour commenter et que du coup la commission de jésuites chargée d'examiner le texte a dit qu'il fallait arrêter là parce qu'on ne voyait pas comment on pourrait arriver à un manuel de théologie sur cette base. Voilà. Mais la question revient régulièrement, elle revient même dans la période aquavivienne. C'est-à-dire que notamment a été confié à Montemayor, là aussi, la possibilité de composer un manuel. Mais ce qui est relativement frappant, c'est que dès 1615, cette hypothèse meurt. C'est justement au moment, finalement, du settlement, de la fixation du rapport de la compagnie à Thomas de manière un petit peu définitive, c'est-à-dire sans que trop de glissements soient possibles ensuite à partir de 1615, que les jésuites renoncent à peu près définitivement à la possibilité d'utiliser un autre manuel de théologie, avec un espèce de paradoxe de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens pédagogique d'avoir un outil efficace pour tenir un programme de 4 ans en théologie, ce qui continue de poser problème et qui fait que dans les débats internes autour de l'enseignement, la question du manuel de théologie reste un peu flottante. Et en même temps, le texte thomasien fonctionne du coup comme le seul manuel possible et légal. Et une des questions décisives est évidemment la conflictualité avec l'ordre dominicain de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est la politisation des rapports intra-ecclésiaux, la politisation des controverses religieuses qui vient obliger la compagnie à renoncer à ce manuel. Alors, très vite, parce que je pense qu'il me reste que 5 minutes. Voilà. Je voudrais revenir du coup justement sur ce rapport à la politisation autour justement de la similarité et des différences entre le débat des années 1580 qu'on a évoqué tout à l'heure et le débat des années 1580-1590 à l'intérieur de la compagnie. Voilà. Un débat dans les années 1580 où la norme historique fonctionne aussi à plein, à un moment par ailleurs
aussi où le statut de l'histoire en catholicisme est en train de changer, où le statut de l'histoire dans le rapport à eux-mêmes des ordres religieux, mais aussi dans le rapport à la controverse est en train de changer. Je vous rappelle aussi que juste après ce moment-là, on a toute une séquence des années 1590-1900 où on voit plusieurs attaques dominicaines contre la compagnie, en particulier venue des provinces françaises, autour justement de l'histoire du probabilisme bien sûr en particulier, mais aussi de l'histoire de la référence jésuite à saint Thomas, avec notamment des attaques du père Berthier, enfin une controverse Berthier-Brucker, une des nombreuses controverses Berthier-Brucker, qui se joue autour de la référence à Thomas dans la compagnie, Berthier accusant les jésuites de ne pas être suffisamment fidèles à la référence thomasienne, et Brucker sortant les textes normatifs jésuites pour rappeler, ce qui est évident par ailleurs, que cette référence n'a jamais bougé à l'intérieur de la compagnie. L'enjeu étant évidemment pour Berthier d'essayer d'obtenir des jésuites un aveu que la référence absolue à Thomas doit aussi obtenir une forme de concession, évidemment, par rapport au molinisme. Ce que, évidemment, le reste de la compagnie refuse. Dans le récit que les jésuites tiennent sur eux-mêmes, dont on a une espèce de synthèse bizarre, dans l'article merveilleusement informé que le père Le Bachelet, auquel on doit tant, écrit sur la théologie de la compagnie dans le dictionnaire de théologie catholique. Voilà, donc l'article jésuite des années 20 dans le DTC. Ce récit reprend en fait un certain nombre d'éléments qu'on voit circuler ailleurs dans d'autres sources normatives jésuites. Voilà, pour lui, la référence à thomasienne, elle s'explique de deux manières essentielles, outre l'uniformité de doctrine sur laquelle je vais revenir, mais il me semble sur laquelle qu'on peut regarder différemment. C'est d'abord la question du sentire cum ecclesiam. C'est finalement quelque chose qui serait dans l'ADN de la compagnie depuis Ignace, et c'est le sentire cum ecclesiam qui conduit la compagnie à une référence thomasienne forte. Voilà. L'autre élément, par contre, c'est de relier les nuances par rapport à cet enseignement, c'est-à-dire ce débat interne que là aussi on retrouve soit dans les avis des congrégations provinciales envoyés aux congrégations générales au moment justement où des discussions ont lieu autour de l'enseignement théologique. Les possibilités de se séparer légèrement de l'enseignement de Thomas sont toutes attribuées à l'orientation pratique et pastorale de la théologie jésuite. C'est-à-dire la nécessité de l'appliquer à des contextes bien sûr qui sont aussi des contextes mondiaux, d'affronter les questions que Thomas n'a pas affrontées pour elle-même, et que finalement c'est dans cet espace-là que s'ouvre la possibilité d'une certaine marge de latitude par rapport à la référence thomasienne. Voilà. C'est d'autant plus le cas qu'autour des Terni Patris s'affirme dans la compagnie une distinction entre des choses qui relèveraient d'essentialia dans la doctrine thomiste et que dont les jésuites ne pourraient pas se séparer, et d'autres qui constitueraient des doctrines plus particulières par rapport auxquelles un écart serait potentiellement possible, soit quand l'ensemble des docteurs catholiques prend des distances avec Thomas d'Aquin lui-même, soit quand des auteurs graves et des questions nouvelles font que cette distance semble potentiellement nécessaire. Voilà. Cette distinction, elle est explicite dans la 22e et la 23e congrégation. Le débat entre les jésuites étant de savoir s'il faut préciser les essentialia ou ne pas les préciser. Voilà. Bien. Alors, pour moi, je pense qu'on peut faire deux autres hypothèses quand même là-dessus. La première, c'est qu'il y a dans la compagnie, autour de la question de l'uniformité de doctrine, un refus spécifique de la politisation de la théologie. Ce refus est d'abord un refus interne. Voilà. C'est-à-dire que tout au long de ce débat, une des questions qui justement est posée est celle de l'idée d'arriver à une absolue unité de doctrine à l'intérieur de la compagnie. Voilà.
Il y a une lettre célèbre dans la compagnie de Salmeron, que Silvio Franceschi a citée tout à l'heure, de 1582. Elle est diffusée dans les années 1880, justement pour répondre au débat interne entre les jésuites. Et parmi les choses que Salmeron dit, il y a justement ce point-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il serait absurde de vouloir imposer à l'ordre une unité de doctrine radicale qui serait au fond contraire à l'esprit de la liberté chrétienne, mais qui serait aussi contraire à la spiritualité même de la compagnie. Voilà. Cette question du refus aussi d'une unité trop absolue, elle vient aussi de crises internes à l'intérieur de l'ordre, et notamment elle est renforcée certainement à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, autour de ce qui s'est joué autour de la figure de Tirso González de Santalla, lorsque justement un excès de tentatives de normaliser la théologie jésuite a failli mettre l'ordre au bord de l'éclatement, et il y a ensuite une forme de réticence à la conflictualité à l'intérieur de la Compagnie de Jésus. Mais cette réticence à la conflictualité, il me semble qu'elle se joue aussi en externe. C'est-à-dire que si on regarde, et là je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le positionnement jésuite dans les controverses théologiques, le positionnement jésuite est toujours un positionnement de distance par rapport à la logique de controverse elle-même, voilà, par rapport au reste du champ controversial. Alors avec énormément, évidemment, de variabilité dans le temps, voilà, du XVIIe au XIXe, mais il y a toujours un léger pas de retrait de la compagnie dans l'implication dans les controverses doctrinales. Voilà. Et c'est d'une certaine manière ce refus de la politisation qui vient à la fois conduire à accepter la norme thomasienne, voilà, et en même temps à refuser que cette norme fonctionne comme une norme absolue. Alors l'autre élément, mais lui c'est un élément qui change et c'est celui sur lequel je termine, c'est la question du rapport au temps. Voilà. Et qui, elle, est complètement, justement, absente du récit que les jésuites se tiennent sur eux-mêmes. C'est-à-dire que, alors je passe sur ces références que je n'ai pas eu le temps de regarder, c'est qu'une des questions qui est posée, c'est la question de la possibilité que le miracle qu'a été Thomas d'Aquin, que le miracle qu'a été la Somme, soit aussi à l'œuvre dans l'Église. Voilà. Alors, on l'a très clairement, pour le coup, dans le texte des Constitutions. Voilà. Et je reviens sur ce qui était mon point de départ. Voilà. S'il semblait, avec le temps, qu'un autre auteur serait plus utile aux étudiants, par exemple, si on composait une somme ou un livre de théologie scolastique, voilà, paraissant plus adapté à notre époque. Voilà. Alors, la question est beaucoup moins explicite par la suite. Voilà. Je vous ai mis ici un texte de Juan de Mariana, donc un des plutôt critiques du centralisme aquavivien, plutôt critique des excessives singularités de la compagnie, voilà, mais qui note justement lui aussi quand même, parmi les raisons pour lesquelles la norme thomasienne est nécessaire, c'est que la norme thomasienne, il ne faut pas lire ce texte de manière trop littérale en fait, c'est-à-dire la norme thomasienne, elle fonctionne comme quelque chose qui permet le changement, mais qui le permet doucement. La quatrième raison est que par cette voie, les opinions qui sembleraient bonnes s'introduiront avec une grande douceur. Voilà. Comme aussi se rendront belles parmi les violences qu'on a expérimentées au commencement de ce qui est du livre des Ratione Studiorum et qui s'expérimentent encore tous les jours en son exécution, d'autant que l'on trouvera une raison pour les défendre. Et l'autre, on trouvera au lieu qu'à présent, l'un défait ce que l'autre a fait. Voilà. Et donc il y a de la conflictualité, cette conflictualité est problématique, elle vient parfois introduire des erreurs, mais elle permet aussi d'acculturer avec douceur les bonnes idées. Okay. On retrouve encore explicitement cette chose-là chez Salmeron, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais la question de la nouveauté est présente chez Bellarmin, chez Salmeron. Okay. Mais ce qui est très frappant, c'est que par contre, elle disparaît au XIXe siècle. Voilà. C'est-à-dire que dans les justifications de la norme thomasienne, dans le débat des années 1880, ce qui devient impossible, c'est d'assumer que la norme thomasienne puisse fonctionner comme un espace permettant et normant le changement à la fois. Voilà. Et au contraire, la 23e congrégation, et je termine là-dessus, voilà. Pardon, je n'ai plus du coup le texte, mais je vous le lis. Voilà.
La 23e congrégation générale indique dans un décret, voilà, Nullius octempore doctrina potest occurrere que cite a solidior ad securior ut non in merito Saint Thomas theologorum precepts ab omnibus habeatur. Voilà. Donc il n'est pas possible que dans notre temps émerge un auteur qui serait un auteur plus digne, voilà, et plus important que Thomas, voilà, pour régler les questions théologiques. Et ça, on ne comprend pas ce décret si on ne comprend pas qu'il y a justement un débat sous-jacent autour de la nouveauté dans la compagnie, voilà, et que c'est ça qui se clôt autour justement de Gravissimenos, voilà, et des Terni Patris. Voilà. C'est que la norme thomasienne est réaffirmée, mais la norme thomasienne est réaffirmée d'une manière qui ne fait plus d'elle un principe de changement, elle fait au contraire d'elle un principe de résistance au changement, voilà, et d'immobilité. Alors, pour conclure très rapidement, voilà, 2 points. Voilà, 2 points tout simples. Voilà. Le premier est effectivement l'importance de cette restriction du rapport à la nouveauté et le changement majeur de ce point de vue-là, imposé de l'extérieur à la compagnie, voilà, et d'une certaine manière à son corps défendant. L'autre question est du coup celle de la question de l'antithomisme jésuite, c'est-à-dire comment penser un antithomisme jésuite avec une compagnie si constamment thomasienne, voilà, sur le temps long de son histoire. Bien, il me semble ici qu'on n'a pas un problème d'histoire jésuite, on a ici bien sûr un problème d'histoire dominicaine. Voilà. Et je citerai ici la conférence de 1599, voilà, qui a eu lieu entre le père Acquaviva et le père Hippolyte Maria Beccaria, général de l'ordre, voilà, sur l'ordre du pape, voilà, au moment justement de la fixation des normes jésuites. Voilà. Et lorsque Acquaviva proteste du thomisme de la compagnie, Beccaria affirme au contraire, voilà, qu'ils ne peuvent avoir aucune concorde, que l'ordre dominicain ne peut avoir aucune concorde avec la compagnie, voilà, compte tenu justement du fait qu'ils adhèrent strictement à la doctrine de Thomas d'Aquin. Voilà. On n'a pas là simplement un débat évidemment idéologique, on a aussi, voilà, 2 régimes d'ecclésialité localisés différents, voilà, entre la compagnie et la compagnie qui se manifeste autour de ce rapport à Thomas d'Aquin, qui se manifeste surtout bien sûr autour du rapport à la conflictualité et à la politisation des controverses que l'ordre de Saint-Dominique a beaucoup plus accepté que la compagnie de Jésus sur le temps long de son histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Comme on a pris un peu de retard, on peut peut-être... je ne sais pas s'il y a vraiment le temps pour les questions. On prend... Il y en a, et ce qui est dommage, parce qu'en fait, avec votre intervention, celle de M. de Franceschi, il y a vraiment ici beaucoup de sujets qui apparaissent. Voilà. Donc le chef dit qu'on peut prendre 3 questions. Oui. Merci pour cet exposé et merci aussi à Silvio de Franceschi pour son exposé complémentaire. Est-ce qu'on peut revenir sur Robert Bellarmin, son thomisme, sa position thomiste? Est-ce qu'il se situe dans une position médiane ou dans un intégrisme thomiste? Et qu'est-ce qu'on a comme texte, action, directive pour le justifier, pour l'éclairer un petit peu? Alors, là, il faudrait revenir dans le détail, mais Bellarmin intervient dans le débat interne, justement, autour de la référence thomasienne, et il produit un avis, justement, qui est complémentaire de ceux de Salmeron et complémentaire de ceux de Maldona. Et on sait qu'il est sur la position médiane, c'est-à-dire affirmer la référence thomasienne et en même temps affirmer la possibilité et la nécessité d'un écart et la légitimité d'un écart par rapport à la norme thomasienne. Donc on est exactement sur la position médiane, mais peut-être que tu veux rajouter plus, Silvio, sur le texte de Bellarmin.
Juste dire, en fait, c'est un complément. En fait, qui est la personne qui posait la question? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, la querelle a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, hein, pour savoir ce qu'il en était effectivement de la position de Bellarmine. Et là aussi, le Bachelet a fait. Au départ, j'avais prévu, il y a 1 an ou 2, quand je devais participer à un colloque, j'avais prévu de faire un exposé sur cette querelle, mais le Bachelet a épuisé quasiment tout ce qu'il y avait à trouver sur cette question. Et ça s'achève fin 19e. Est-ce qu'il y aurait un parallèle à faire, du coup, la clôture de cette discussion sur Bellarmine avec la clôture que tu as avancée, donc de cette... oui, alors même si chronologiquement il faudrait regarder dans le détail, parce que Berthier, dans la querelle Brucker, voilà, la question ressurgit, et lorsque le Bachelet essaye un petit peu de fixer définitivement les choses dans les années 20, il le fait justement voilà, en reprenant l'ensemble du dossier qu'il a déjà publié sur la querelle. Donc à mon avis, l'extinction de ce débat relève plutôt de l'extinction de la querelle, enfin de la clôture de la querelle de la grâce en fait en catholicisme, hein, voilà, ou plutôt de son décalage dans d'autres formalités et sur d'autres questions dans le temps court du XXe siècle. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu sais quand est-ce que disparaît donc dans la compagnie, donc là on vient à l'histoire contemporaine, ouais, la référence à saint Thomas comme docteur pour la compagnie? Elle ne disparaît pas. Elle ne peut pas disparaître puisque les congrégations générales n'effacent pas les congrégations générales. Et donc potentiellement, enfin, dans le corpus juridique jésuite, les décrets de la 5e congrégation générale, ils restent normatifs. Voilà. D'accord. Théoriquement, ça reste. Voilà. C'est évidemment après Vatican II que les normes des ratios sont absolument retravaillées. Mais dans les années 30-40, au moment des grands affrontements oui, c'est ce que je disais. Oui. La norme aquavisienne, elle est encore absolument d'actualité, parce que les congrégations générales n'y touchent pas à ce moment-là. Le père Gibert, qui était l'ancien doyen de la faculté de philosophie de la grégorienne, que j'avais sollicité pour participer à nos travaux, et puis pour un volume qu'on prépare sur l'histoire du thomisme, etc., m'avait dit, mon père, c'est très simple, depuis à peu près 1970, il me dit, en gros, il faudrait... la compagnie a tourné la page de saint Thomas. Il dit dans les faits, la compagnie a tourné la page de saint Thomas. Alors, là, il faudrait à mon avis faire une histoire détaillée et une histoire qui se fasse selon les lieux. C'est-à-dire ce qui est évidemment caractéristique de la compagnie, mais ce qui est caractéristique d'à peu près tous les ordres religieux, c'est aussi une forme d'explosion non seulement des normes, mais aussi des pratiques d'enseignement. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faudrait probablement regarder... entre l'Amérique latine, où finalement il y a eu des formes de concordisme entre thomisme et théologie de la libération qui ont pu fonctionner, les universités américaines, voilà. Alors la grégorienne est certainement le lieu où les choses ont peut-être le plus changé de ce point de vue-là, hein. C'est-à-dire la grégorienne qui est louée dans le bref Gravissimenos, hein, justement, voilà, qui réimpose la norme thomasienne à l'ordre. Le bref se termine en disant... Mais ça n'est pas une critique, ces normes, elles sont appliquées dans la compagnie, l'université grégorienne le montre chaque jour. Voilà. Hein, ce que d'ailleurs les jésuites interprètent comme le signe que Gravissimenos ne leur demande pas de renoncer à une position moliniste, puisque c'est justement ce thomisme moliniste de la grégorienne des années 80 qui est loué dans le bref. Voilà. Et un bref qui a statut juridique hein, dans la compagnie à ce moment-là. Voilà. Voilà, donc je pense qu'il faudrait faire une histoire détaillée et une histoire qui, pour le coup, accepterait d'intégrer une géographie. Parce que là, je suis moins certain. Il me semble qu'aux États-Unis, il y a notamment voilà, certaines classes à Saint-Louis, des velléités de renouveau aussi, avec la norme thomasienne dans la compagnie. Donc je pense que c'est très très variable dans l'histoire de l'ordre. Et que surtout,
la puissance de cette référence historique, elle a une ombre portée forte, voilà, qui est aussi susceptible de produire des effets de court terme, quoi.